Hello à tous et aujourd'hui on va parler des Layer 2. Pourquoi les Layer 2? Alors pour comprendre les Layer 2, il faut déjà comprendre qu'est-ce que fait une blockchain de base comme Ethereum par exemple. De base, une blockchain en fait elle fait tout elle-même. Le consensus, donc c'est le processus par lequel les participants d'un réseau décentralisé parviennent à un accord sur l'état actuel du registre de transactions, garantissant ainsi la sécurité et l'intégrité des données partagées. Mais une blockchain fait aussi le settlement. Ça fait référence au processus de règlement et de confirmation finale des transactions, assurant que les actifs numériques sont transférés de manière irrévocable entre les parties impliquées. Mais on a aussi ce qu'on appelle la donnée, la data, les informations enregistrées de manière transparente, immuable et décentralisée, généralement sous forme de transactions, contrats intelligents ou autres éléments stockés sur une blockchain. Et ensuite, bien entendu, on a l'exécution. Dans le cadre d'Ethereum, c'est tout ce qui est Ethereum Virtual Machine. Donc, ça exécute automatiquement le code des contrats intelligents et ça traite les transactions sur la blockchain Ethereum, garantissant l'automatisation et la sécurité des opérations sans nécessité d'intervention humaine. Donc tout ça c'est bien joli, le problème c'est que ça peut apporter aussi des inconvénients. On a par exemple le trilemme de la blockchain, on sait qu'on peut avoir que deux côtés du triangle qui sont effectivement développés. Dans le cadre d'Ethereum, on a la sécurité qui est au top, la décentralisation qui est au top, mais malheureusement la scalabilité est vraiment très basse pour Ethereum, de base bien entendu. Donc l'idée ça serait de venir finalement diviser la blockchain et de par exemple créer des zones spéciales pour mettre la donnée. Donc on garde dans le layer 1 soit Ethereum par exemple le consensus et le settlement, mais on va créer du coup des espaces spéciaux dans lesquels on va venir placer la donnée. Mais le but c'est aussi de diviser l'exécution. Dans le cas d'Ethereum, on peut garder une partie de l'EVM dans le layer 1, mais on peut externaliser aussi une grosse partie de l'exécution à une autre blockchain, le rollup. Donc un roll-up dans le cadre d'Ethereum, c'est une technique de mise à l'échelle qui permet de réduire la charge de la chaîne principale en agrégeant et en vérifiant les transactions hors chaîne, tout en garantissant la sécurité grâce à une encre de données sur la blockchain principale, le Layer 1 Ethereum. Il améliore l'efficacité des transactions et réduit les frais tout en maintenant, bien entendu, la décentralisation. Globalement, le rollup, il va publier son état et ses transactions. Le rollup publie son état et ses transactions sur Ethereum. Plutôt que de soumettre chaque transaction individuelle à la chaîne principale d'Ethereum, le rollup agrège un certain nombre de transactions hors chaîne dans un format en fait compressé. C'est ça qui permet du coup d'augmenter quelque part le nombre de transactions par seconde puisqu'on fait plusieurs transactions en une seule, d'accord? Puis il enregistre uniquement cette encre ou sommaire sur la chaîne principale. Cette encre résume l'état des transactions groupées et sert de preuve pour leur validité. Donc ça réduit déjà considérablement les frais de gaz, car seules les données d'ancrage sont traitées par Ethereum, tandis que les détails complets des transactions restent hors chaîne. Donc ça permet vraiment au rollup d'augmenter considérablement sa scalabilité, tout en bénéficiant encore et toujours de la décentralisation et de la sécurité d'Ethereum. Donc ensuite, on a différents types de rollup. On a déjà l'optimistic rollup. La caractéristique principale d'un optimistic rollup est son approche optimiste pour la vérification des transactions. Au lieu de vérifier chaque transaction à la volée, il les traite rapidement, supposons qu'elles sont valides. Cependant, il prévoit un mécanisme quand même de désaccord où les participants peuvent contester une transaction si elle est frauduleuse. Si une contestation survient, la chaîne principale intervient pour résoudre le différend en examinant les preuves fournies par les parties en conflit. Ensuite, on a le fameux ZK Rollup, Zero Knowledge Rollup. Dans un ZK Rollup, les transactions sont agrégées, toujours en dehors de la chaîne principale de la blockchain,
puis une preuve cryptographique est générée pour démontrer que ces transactions sont valides sans révéler leurs détails. Cette preuve est ensuite soumise à la chaîne principale où elle est vérifiée de manière efficace et rapide. Cela permet d'obtenir des transactions à faible coût et à haute performance tout en conservant la sécurité et toujours aussi la décentralisation de la blockchain principale dans le cadre de notre exemple, bien entendu, le Layer 1 Ethereum. Ensuite, on a aussi les validiums. Donc dans un système validium, les transactions sont traitées et vérifiées en dehors de la chaîne principale, généralement par un ensemble de validateurs décentralisés. Le validium poste ensuite sa donnée sur une blockchain beaucoup moins chère que Ethereum, ce qui fait que les frais de gaz sont parfois même effectivement ici de 0. Et bien entendu, on n'a pas que des Layer 2 qui se greffent sur Ethereum, mais on a aussi des Layer 2 qui se greffent, par exemple, un des nouveaux Layer 2 actuellement qui arrivent, comme OPBNB, qui se greffe sur la blockchain Binance. Ok, donc je parle ici effectivement de la BNB Smart Chain. Maintenant que je vous ai expliqué les différents types de roll-up, OpenBNB, c'est un optimistic roll-up. Et il faut savoir que tout ce qui est au niveau de BNB Smart Chain est bien entendu de leur Layer 2 est compatible aussi EVM. Donc c'est-à-dire que vous pouvez créer des smart contracts en Solidity dessus. Il est assez intéressant de constater qu'au niveau de OPBNB, on peut aller jusqu'à 4000 transactions par seconde, ce qui est énorme. Donc comme je vous l'ai dit, OPBNB utilise l'OP Stack d'Optimism, qui est un framework permettant d'élaborer des solutions évolutives et interopérables de niveau 2. Donc ici, on voit un peu un schéma au niveau des frais de gaz des différents Layer 2 actuels et on voit que OPBNB a quand même fait très fort puisqu'on a 0,005 $ par transaction. À savoir aussi que dans la roadmap d'OPBNB, ils veulent vraiment à l'avenir avoir une décentralisation maximale. Donc voilà, j'espère que vous aurez mieux compris le concept derrière les Layer 2 et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.